Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler cette fois-ci de la formation professionnelle continue pour les masseurs professionnels indépendants. Parce que souvent, on oublie un peu qu'on a le droit à la formation. On va explorer vos droits en matière de formation continue et les organismes qui peuvent financer ces formations. Alors c'est vrai que c'est souvent une question auquel on est confronté, en tout cas que vous ne connaissez pas toujours. En fait, vous avez le droit à une prise en charge de certaines de vos actions de formation à partir du moment où vous êtes installé, où vous êtes professionnel, où vous payez la taxe. On va vous expliquer comment ça marche. Et souvent, les gens qu'on a au téléphone, on nous parle beaucoup du CPF sans savoir qu'en fait, il y a déjà tout à fait une possibilité quand on est installé. Il y a des conditions, c'est tout l'objet de l'émission, mais vous avez le droit au financement de certaines de vos formations. Donc l'idée, c'est de commencer peut-être un petit peu sur ces droits et puis un peu toute l'obligation un peu légale, c'est-à-dire comment tout ça a été mis en place. Ouais. Donc vous avez le droit, entre guillemets, à une formation continue qui va permettre de maintenir vos compétences ou de les développer. Ouais. C'est important quand on est masseur de continuer à apprendre des choses. C'est surtout qu'on a pas mal de personnes qui commencent dans le massage avec quelques massages, 2-3 protocoles, et qui, ne connaissant pas cette possibilité d'être aidés au niveau du financement des formations, ne se forment pas à d'autres massages pour étoffer leur offre. D'accord, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est soit je maintiens, soit j'améliore mes compétences, soit je m'adapte à des nouvelles techniques, à des nouvelles pratiques. Je prends toujours l'exemple du Kobido, voilà. Oui, c'est exactement ça. Un nouveau massage, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, est-ce que je l'apprends, et du coup comment je peux faire. Et puis c'est aussi tout ce qui va me permettre de mettre en conformité avec toutes les exigences légales, le fait de pouvoir gagner ma vie, développer mon entreprise. Pascal le dit souvent, il dit souvent attention, il faut pas apprendre qu'à masser, il y a besoin aussi de savoir gérer sa société. C'est clair, c'est clair. On a trop de personnes qui, quand elles nous appellent, pensent uniquement au cœur de métier, donc au massage, et ne pensent pas du tout à tout ce qu'il faut connaître autour pour monter son entreprise. En fait, aujourd'hui, par exemple, je vous le disais il y a encore quelques minutes au téléphone, la visibilité passe avant la compétence. Quelqu'un qui n'est pas visible sur Google, il a beau être le meilleur masseur du monde, si quelqu'un est plus visible que lui, ou en tout cas sur la première page, il va rafler tous les clients, alors que quelqu'un qui est invisible, non. C'est ça. Donc du coup, c'est vraiment important de vous former et qu'en fait le budget soit pas spécialement un frein, puisqu'il y a des possibilités justement d'être aidé là-dessus. Ouais. Donc si on va sur le cadre un peu juridique, vous savez qu'on aime bien toujours vous expliquer un petit peu comment ça se passe, c'est une première loi de 2018 qui s'appelait la liberté de choisir son avenir professionnel, je crois, quelque chose comme ça, qui renforçait en fait le droit à la formation continue pour tous les travailleurs, y compris les indépendants, qui était quand même un petit peu oublié dans l'histoire. C'est clair. C'est cette loi qui a aussi mis en place le compte professionnel de formation, donc ce fameux CPF, qui est aussi accessible aux indépendants. Oui, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est que les indépendants ont également droit au CPF. C'est ça. Souvent, les personnes pensent qu'elles ne sont pas salariées, donc elles n'y ont pas droit. Exactement. Donc, du coup, le Code du travail, bien sûr, dans ces articles qui sont en rapport par rapport à ça, va nous donner toutes les règles relatives à la mise en place de ça, tout au long de la vie professionnelle. Et notamment, on va voir qu'il nous oblige à nous acquitter, en fait, entre guillemets, d'une taxe qui est une contribution à la formation professionnelle. Alors, c'est malin, ça CFP. C'est ça. Oui. Donc on confond souvent CPF et CFP, donc attention. C'est pas la même chose. Le CFP, c'est vous qui payez un droit à un organisme pour qu'ensuite il finance votre formation, alors que le CPF, c'est abondé par l'État, c'est un petit peu différent. Et ensuite, en 2019, on est venu carrément fixer les modalités d'utilisation du CPF, les règles, comment ça fonctionne. Pour les indépendants. C'est ça, les procédures, etc. Comment est-ce qu'on pouvait solliciter toutes les formations. Après, il y a une particularité quand même, on va le voir. Si vous souhaitez donc utiliser votre fameuse CFP, vous versez la CFP, mais que vous souhaitez l'utiliser, donc il faut savoir qu'elle est calculée par un pourcentage. Oui, sur le revenu. C'est ça. Ouais. Donc du coup, vous allez, tout simplement, on va voir, il y a plusieurs organismes collecteurs, et normalement,
normalement, par le biais de l'URSSAF, vous allez pouvoir connaître le vôtre. Tous les mois, vous payez ça. C'est un pourcentage du revenu professionnel, tout simplement. Donc à partir du moment, c'est pour ça qu'il faut déjà travailler depuis un certain temps. Il faut un an d'exercice, je crois, pour pouvoir en bénéficier. Donc il faut que votre entreprise ait au moins un an de vie avant de pouvoir penser à utiliser ces financements. C'est ça. Et également, selon les organismes financeurs, alors là je ne suis pas sûre pour tous, mais il faut aussi gagner de l'argent vu que c'est un pourcentage. Si tu as ouvert ta société mais que tu es à 0,000, ça ne marche pas. Le conseil, en tout cas minimum, c'est dès que vous avez un an de création, vous renseignez sur les droits que vous avez acquis ou pas. En fait, une fois que vous avez acquis les droits, eh bien, ça vous donne, entre guillemets, le droit à la prise en charge de vos formations par ce qu'on appelle le fonds d'assurance formation, le FAF, qui va du coup financer. Voilà. Alors, il y a quand même des conditions, et la plus importante... c'est Calliope. Voilà, nous, on la connaît bien, du coup. Il faut absolument que l'école vers laquelle vous allez pour vous former et pour avoir une prise en charge soit certifiée Calliope. Alors, Calliope, qu'est-ce que c'est ? C'est une certification qui a été imposée il y a 2 ans, 3 ans, 3 ans déjà. Ça fait 3 ans, ou alors on doit, en tant qu'organisme de formation, et ça a été notre cas, être certifié. C'est un audit qui est fait de nos circuits, nos process d'intégration, de traitement en fait de la formation et des élèves qui viennent en formation. Et si vous n'avez pas cette certification, si l'école vers laquelle vous allez n'a pas cette certification, les prises en charge ne fonctionneront pas. Donc il faut vraiment, c'est la première chose à demander quand vous, ou à regarder sur le site, parce qu'ils peuvent avoir mis le logo Calliope sur leur site internet, c'est de demander si ils sont certifiés Calliope. Voilà. Donc Calliope, ça va vous permettre, il faut que l'organisme soit Calliope, certifié Calliope, pour que vous puissiez demander une prise en charge. L'organisme, il n'est pas Calliope, ça veut dire que de toute façon, il n'est pas toutes les autres choses qui pourraient être. Là, vous devez payer avec vos sous. Voilà. Notamment, ce qui va être un peu dans le développement personnel, des choses qui sont, voilà, il y a des organismes de formation qui n'ont pas souhaité se faire certifier. Ça coûte cher, faut le savoir, c'est un gros budget, notamment pour les petits organismes. Donc il y en a qui ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne sont pas à Calliope, voilà, c'est pas la peine, vous ne pouvez pas demander le financement. Autre norme qui arrive derrière, c'est ce fameux titre RNCP, et ça c'est si vous voulez utiliser le CPF. Vous avez dû le voir si vous regardez sur les formations, vous avez des formations qui sont éligibles au CPF et d'autres qui ne le sont pas. Là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, n'importe quel organisme de formation ne peut pas être CPF. Pour ce faire, il doit déposer au répertoire national des certifications professionnelles une demande pour faire reconnaître son diplôme comme étant un métier pour qu'ensuite ce soit éligible au CPF. Pourquoi un certain nombre d'écoles ne le sont pas ? Nous, c'est notre cas. Parce que, ça coûte. Vous ne pouvez pas déposer ce dossier seul, vous êtes obligé de vous faire aider, parce que c'est très compliqué. Les sociétés qui vous aident, c'est un gros travail pour elles, donc ça coûte très cher, donc du coup quand vous allez retrouver plutôt des grosses écoles qui ont des titres RNCP ou des fois des petites écoles mais avec une grosse école derrière, donc c'est quand même souvent des gros monstres de la formation parce qu'il fallait financer, et il faut vraiment un diplôme global. Et le problème c'est qu'en plus quand votre diplôme, le vôtre est sensiblement le même que celui d'une autre école, on vous refuse le titre, c'est-à-dire qu'il faut expliquer en quoi c'est différenciant par rapport à ce que font une autre école. Oui, plusieurs écoles ne peuvent pas avoir la même certification métier, et en tout cas au niveau du RNCP, donc c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien engager énormément d'argent pour lancer la demande avec les organismes qui vous aident à le faire, et au final être débouté de votre demande, c'est-à-dire que vous avez investi énormément d'argent qui correspond à des budgets pratiquement de plusieurs mois de formation en ce qui nous concerne. Donc il est normal que certaines écoles se posent la question de savoir si elles se lancent dans ce process ou pas. Et nous, on a décidé de ne pas le faire. C'est ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous voulez demain avoir un titre pour vos massages californiens. Si votre massage californien, c'est le même qu'un autre massage californien, mais il n'y a pas de raison qu'il soit différent puisqu'on est sur le même type de massage, vous ne pourrez pas obtenir le titre. Il faudra trouver un élément différenciant. Donc c'est vrai que nous,
résiste un peu parce que très honnêtement, c'est pas un gage de qualité, hein, au contraire, même c'est plutôt, il faut que les écoles aient beaucoup de sous, donc souvent soient un peu plus impersonnelles, etc., pour pouvoir se l'offrir. Écoutez, voilà, nous on part du principe qu'on travaille nos tarifs de manière juste par rapport au temps qu'on va passer avec vous, au temps d'apprentissage, etc. Et c'est vrai que par exemple, on n'ira pas sur cette démarche CPF, c'est pas quelque chose qui nous parle, c'est pas quelque chose qui résonne, on n'aime pas sa philosophie, on n'aime pas comment c'est géré, donc on résiste un peu. Pourtant on nous appelle 10 fois par semaine, vous êtes CPF, non, c'est vraiment par choix, on veut garder la qualité vraiment de la formation, on veut être au plus proche de nos élèves, etc. Et voilà, c'est pas le principe de ce process, donc voilà, ça permet juste d'utiliser les sous. Mais sachez que si vous êtes indépendant, tous les ans, 500 € sont abondés sur votre compte et que vous pouvez utiliser cet argent. Nous par contre, là on est en train de mettre en place, elle sera peut-être pour septembre, une formation d'aide à l'installation qui, elle, sera éligible au CPF. Pas les côtés techniques, pas les formations massage, mais sera éligible. Mais vous trouverez des endroits où vous pourrez apprendre du massage CPF. On vous laisse chercher de votre côté. Ça existe, il y en a sur le net. Renseignez-vous bien simplement sur la qualité. C'est très très souvent lié au métier de l'esthétique, parce qu'il y a un CAP d'esthétique derrière, ou les métiers du spa. Qui lui est éligible CPF. Voilà, il y a un CAP, métier du spa, etc. Et on est venu rajouter un peu du massage à côté, donc ça peut être très bien, mais des fois c'est un petit peu moins bien. Voilà, il faut le savoir. On peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Le but étant que vous ne vous retrouviez pas à faire des épilations de maillot ou du réglage de jacuzzi, alors que vous pensiez avoir une formation de massage bien-être. C'est ça, et puis une petite parenthèse aussi, mais vous pouvez peut-être être dans le cas de gens qui massent depuis très longtemps, sans avoir été formés. À l'époque, moi je sais quand on apprenait, les écoles, il n'y avait pas autant de certificats, c'était pas fait pareil. On a ce qu'on appelle le VAE, la validation des acquis de l'expérience, qui peut vous concerner, où vous allez pouvoir vous faire reconnaître un titre RNCP, par exemple, parce que vous massez depuis longtemps, que vous maîtrisez tous les massages. C'est un peu comme le CPF, il faut se rapprocher. Si les écoles sont CPF, généralement elles font le VAE, donc il faut vous rapprocher d'elles pour avoir ce titre. Voilà un petit peu sur ce qui existe. Alors, ensuite, l'idée maintenant, c'est de comprendre un petit peu où est-ce que vous cotisez et comment ça se passe. Parce que y a plusieurs organismes collecteurs, il n'y en a pas qu'un seul. Et donc, du coup, en fonction de votre statut, vous allez, on va dire... Du statut ou du métier aussi, puisqu'il y a des métiers qui ont des financements spécifiques. Par exemple, les esthéticiennes, en fait, ça va dépendre vraiment de ton statut et de comment on a créé l'entreprise derrière. Donc, pour comprendre, pour les organismes financeurs, donc on a effectivement un premier qui s'appelle le FAFCA, qui est le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales. D'où nos esthéticiennes. Oui, donc les esthéticiennes, on passe par cet organisme-là, donc FAFCA, FAFCEA, pour obtenir des aides à la formation. C'est ça, donc on retrouve les artisans, les chefs d'entreprise du secteur de l'artisanat. Donc pour être éligible, donc si vous êtes au FCA, ça veut dire que généralement vous êtes inscrit au répertoire des métiers et pas à la chambre de commerce, d'accord ? Il faut avoir payé sa contribution à la formation professionnelle, donc au CFP, mais ça, normalement, vous l'avez fait. Et l'immatriculation de l'entreprise, elle doit dater de plus d'1 an. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous devez avoir 1 an de vie. C'est ça. Et surtout, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut en même temps que la formation que vous allez choisir, elle soit en lien avec l'activité professionnelle de l'artisan. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui fleuriste et que vous avez envie d'apprendre le massage, non, ça va pas le faire. Non, pourtant, ça pourrait être sympa d'être massé au milieu des fleurs. Normalement, si on revient à l'époque du DIF, c'est à ça qu'il servait. Oui. Tu vois, le DIF, qui est l'ancien CPF, le DIF, ça devait permettre de changer de secteur, en fait. D'accord, d'avoir une offre plus large, quel que soit le métier. En fait, l'entreprise finançait ce qui était dans le cœur de métier, mais par contre, j'avais envie de me reconvertir, je pouvais utiliser mon DIF et passer sur un truc qui avait absolument, complètement, aucun rapport. Oui, mais enfin, ça peut-être... il y a eu des abus, non ? Non, du tout. C'est toujours un peu la logique du CPF, parce que le CPF, à partir du moment où l'école est éligible CPF, tu fais ce que tu veux. Personne ne contrôle. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit, vous êtes dans votre métier, vous voulez approfondir votre métier, ok, on accepte de financer une formation, ça n'a aucun rapport, vous utilisez vos fonds propres. Et le CPF. Voilà, le seul problème, c'est que le CPF, vous l'avez compris, il y a plein d'écoles qui n'ont pas. Avec le DIF, il n'y avait pas le même problème. Non, puis le CPF, effectivement, on a un petit peu chaque année, mais c'est pas... C'est 500 € par an. Voilà. Donc ça, c'est juste un module, quoi, si on veut...
C'est ça, c'est ça. C'est un module supplémentaire par an. Donc si vous voulez aller plus vite, de toute façon, à un moment, autant essayer de trouver de quel organisme vous dépendez. C'est ça. Passer les 1 an. Donc le FAFSEA, il nous dit, moi j'accepte de vous former aux techniques et aux spécificités du métier, à la gestion, au développement de votre entreprise, et tout ce qui est formation continue sur la sécurité et la santé au travail. Ça, généralement, voilà, ils font tous parce que ça, ils expliquent. Le reste... Vous vous débrouillez, c'est vous qui financez. Alors, il y a une particularité. Alors, je ne sais pas si c'est tous les mêmes, je ne me rappelle pas, mais au niveau du FAFSEA, c'est souvent vous qui avancez les fonds. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez votre formation et ensuite, dès que vous avez la facture de l'organisme de formation, vous l'envoyez au FAFSEA qui vous rembourse. Oui. Et d'après ce que j'ai compris, ils remboursent le montant hors taxe. Oui, alors c'est quasiment tous, sauf le PRO qui propose une subrogation, mais il me semble que les autres, c'est que ce soit le FIFPL, etc. Il faut avancer, les fonds. Donc sachez-le, vous ne lancez pas dans une formation où vous avez une impossibilité temporaire d'avancer le règlement de l'organisme de formation, parce qu'il va falloir avoir une trésorerie pour le faire. C'est ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'AGFIS. L'AGFIS, c'est l'association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprise. AGEFICE. C'est ça. On est plutôt sur du commerçant, de l'industriel ou de la prestation de services. Ouais. C'est souvent moins notre cas dans le massage, mais on a déjà eu, notamment de la prise en charge de salariés qui dépendent, en fait, dont l'entreprise dépend de l'AGFIS. Ça, c'est possible. Ouais. Donc là, il faut être inscrit au registre du commerce. C'est ça. Tout à l'heure, c'était le registre des métiers. Ouais. Là, c'est le registre du commerce. C'est ça. Comme toujours, il faut avoir payé la CFP. Vous avez compris. Ça sera à chaque fois. Si vous ne payez pas, on ne vous finance pas. Alors ça, faites attention, parce qu'à la création de votre entreprise, normalement, ce qui vous sert de comptable, la personne qui fait office de comptable doit vous alerter sur le fait qu'il y a une cotisation à payer de la CFP. C'est ça. À nouveau, toujours 1 an d'existence. Voilà, sinon ça marche pas. Et du coup, on va retrouver en fait toujours cette idée de la formation qui doit correspondre aux besoins de développement du chef d'entreprise ou de la personne qui doit être formée. Du thème de la formation. C'est ça. Ouais. Donc là, on va retrouver par exemple la compta, la gestion, parce que souvent AGFIS, c'est des entreprises qui ont une taille un petit peu plus importante, le développppement commercial, le développement marketing, l'informatique. Les nouvelles technologies. Voilà, on n'est pas que des fois dans le cœur de métier de l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'était pour, voilà. Normalement, si vous êtes à votre compte, soit vous avez un CAP, c'est-à-dire que pour faire votre métier, vous êtes plutôt FAFSEA. Ouais. Voilà, on va voir qu'après, vous êtes plutôt ce qu'on annonce maintenant. L'AGFIS, c'est un peu plus rare, sauf s'il y a plusieurs salariés. Par exemple, un SPA qui aurait plusieurs salariés, etc., et qui pourrait être dans le secteur, là, ça pourrait être ce cas-là. D'accord. D'accord. Ensuite, on trouve ce qu'on appelle les OPCO. OPCO. C'est ça. Opérateur de compétences. C'est ça. C'est pour les entreprises. Donc, par exemple, si vous avez créé votre société, je sais qu'on en a en SASU, la société anonyme unipersonnelle, vous dépendez d'un OPCO. Oui. D'accord ? Vous n'êtes pas considéré comme indépendant, mais même le patron de la SASU est considéré comme un salarié. Ça s'appelle toujours OPCO ? Je crois que ça avait changé de nom. Ah non, justement, le nouveau nom, c'est OPCO. D'accord. Et généralement... C'était OPCA avant. C'est ça. Oui, c'était OPCA. Ça doit être ça, oui. Ouais. Et en fait, généralement pour les petites entreprises, parce que dans ce qui nous concerne dans le massage, vous êtes toujours une petite entreprise, c'est même l'OPCO EP, des entreprises de proximité. D'accord. C'est moins de 50 salariés, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est toujours le même principe. L'entreprise, elle doit être à jour de ses financements, de ses obligations fiscales, elle doit avoir payé tout ce qu'elle doit avoir payé. Ouais. Et les formations, elles doivent être inscrites dans le plan de développement de compétences de l'entreprise. Alors que normalement, quand vous avez une société, on est censé faire un plan de développement. C'est-à-dire qu'on se pose sur le budget de formation, puis on dit voilà, on va former les gens à l'anglais, on va former les gens à Excel, à tel massage, etc. Vous louez une salle de réunion, vous mettez des téléphones partout, un grand écran, et vous faites... un peu ça. Bon, on se doute bien que nous, quand on est tout seul ou qu'on est deux, on ne fait pas tout ça. Mais il faut quand même qu'il y ait toujours un lien avec le métier.
ça vous n'aurez pas le choix. Bien sûr, il faut avoir payé toutes ces cotisations, on est toujours dans le même principe. Et on va retrouver toutes les formations un peu obligatoires, vous savez, qu'on a dans les entreprises, l'hygiène, la sécurité, le truc incendie, etc. Tout ce qui va être qualifiant, etc. Et aussi tout ce qui va s'adapter un peu au poste de travail, donc développement de compétences, enfin voilà. Il faut être dans du massage, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même pas trop le type de profil que l'on a, nous, en formation. On peut avoir enfin, quand même de l'OPCO si quelqu'un qui a créé en SASU, et moi j'en connais plein dès qu'ils s'installent en SASU, on dépend de l'OPCO. Je pensais que c'était que de l'auto-entrepreneur, moi. Ah non. On a un peu de SASU aussi? Ah oui, on a un peu de SASU aussi. D'accord. Ouais. Okay. Ça dépend vraiment de s'il y a des charges, tu vois, les gens qui ont un local. Auto-entrepreneur, c'est un local, tu déduis aucune charge, des fois c'est pas toujours le statut le plus intéressant. D'accord. Donc SASU, on en a quand même. Renseignez-vous bien, surtout sur le statut que vous devez prendre en créant votre entité. Et puis du coup, le petit dernier, si vous êtes effectivement auto-entrepreneur et installé à votre compte, dont vous dépendez, là, ça vous intéresse, dont vous dépendez très certainement, c'est le FIFPL. En tout cas, je sais que nous, on voit quand même beaucoup de gens qui dépendent du FIFPL. Alors moi, ça reste un mystère pour moi, parce que normalement, le FIFPL, c'est le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales. Donc normalement, on est censé dépendre du FIFPL si on est en profession libérale. Mais je suis pas sûre que tous les masseurs s'installent en profession libérale, tu vois, mais plutôt en indépendant. Bref, ça j'avoue que j'ai pas trop creusé, mais normalement, pour défendre du FIFPL, ça veut dire qu'auprès de l'URSSAF, vous êtes installé en profession libérale. Peut-être que c'est le cas, d'ailleurs, peut-être de beaucoup de masseurs. Mais l'attribution, je sais pas si tu sais, mais l'attribution à tel ou tel organisme de financement, à la création de son entreprise, qui est-ce qui le fait? Normalement, tu coches des cas, c'est-à-dire quand tu te crées en tant qu'entrepreneur, tu vas dire profession libérale ou je sais pas quoi, etc. Donc certainement. Donc on est aiguillé automatiquement vers le... Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est quoi le comptable qui peut nous alerter là-dessus? Qui est-ce qui nous... Oui. Qui nous dit vous êtes FIFPL, vous êtes OPCO, vous êtes... c'est l'URSSAF en fait. L'URSSAF, sur tes cotisations URSSAF, tu vas voir à quel organisme tu... D'accord. Et donc c'est cet organisme qu'on appelle pour déjà ne serait-ce que connaître le montant qui vous est attribué après la première année. Donc en gros, si vous avez un doute, l'URSSAF ils sont chouettes, vous payez vos cotisations, vous pouvez les appeler, vous pouvez demander des renseignements, on peut envoyer des mails, ils répondent, donc faut pas hésiter à dire voilà, mon numéro de SIRET c'est ça, je suis à jour de mes cotisations, je voudrais connaître mon organisme collecteur, ils vont vous le dire tout de suite. Oui, complètement. Voilà. Donc le FIFPL c'est le même principe, il faut être à jour de ses cotisations, bien évidemment, il faut exercer son activité de mémoire depuis 1 an, je crois que c'est exactement le même principe, et il faut rentrer dans les cases, dans les conditions. Donc eux c'est pareil, je trouve même que eux ils ont fermé, ils étaient plus ouverts avant. En gros, il faut que ce soit extrêmement lié au métier. Vous voyez, nous on a eu le cas par exemple de sophrologues qui avaient envie de... Ça va bien ensemble, enfin pour moi c'est tellement évident qu'ils voulaient du massage en complément d'activité, le FIFPL a dit non. Ouais. Par contre, il leur proposait la sophrologie de la femme enceinte, la sophrologie du bébé, la sophrologie des personnes âgées, tout ce qui était vraiment dans le cœur de métier. Donc de plus en plus, maintenant que le CPF se développe à côté, et bien de plus en plus, il reste maintenant vraiment très fort dans le cœur de métier. C'est ça. Le rapport avec le métier. Ouais. C'est ça. Et donc le petit dernier, dont on vous parle quand même, ce fameux CPF, même si on va vite. Donc il faut être inscrit en tant que salarié, entre guillemets, et sur la plateforme moncompteformation.gouv. Je pense que vous connaissez. C'est pas mal foutu, ça vous donne vos droits. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas tout, vous pouvez réclamer en disant je comprends pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout. Oui, il faut avoir cumulé des droits à la formation aussi. Un an de travail, ça donne les heures, et ça équivaut à peu près à 500 € à chaque fois. Et du coup, ces fameuses formations doivent bien évidemment être éligibles et inscrites à ce fameux RNCP, ce fameux répertoire, si vous pouvez pouvoir l'utiliser derrière. Très bien. Voilà, donc en gros, si je récapépète, il y a de fortes chances que vous soyez FIFPL. Tu récapépètes. Je récapépète. FIFPL, je pense à 90%, très certainement. Si vous êtes une SASU, plutôt un LOPCO-EP. Et si vous avez un CAP et que du coup vous êtes sur un métier plutôt d'artisan, en complément avec le massage, c'est plutôt FAFCA. C'est plutôt le FAFCA. Voilà, les autres. Et vous avez de toute façon tous droit à ces 500 € de CPF tous les ans qui se cumulent. Si vous les prenez pas, avant on perdait à un moment. Enfin, en tout cas, le CPF on perd pas, ça se cumule. Tous ces organismes de formation, on va vous le dire, il y a un montant de prise en charge, mais lui il est perdu. Ouais. C'est-à-dire que si vous l'utilisez pas dans l'année,
Vous pouvez pas dire, ah bah il y a 1000 €, l'année dernière j'ai pas fait, je voudrais 2000. C'est perdu. D'où l'intérêt quand même de demander une formation tous les ans. Aussi, d'où les arnaques qu'il y a eu avec des gens qui appelaient les gens disant vous avez le droit d'utiliser vos formations, dépêchez-vous pour le CPF, alors que le CPF, non, ça se cumule. Donc faites attention aussi à ce qu'on vous donne comme information. Surtout dans les appels téléphoniques. Ce qu'on sait aussi, c'est que aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit financement CPF, c'est plus tout payé à 100%, je crois qu'il y a 100 €, quel que soit le montant de la formation, vous avez 100 € à payer, je crois. Il y a un minimum à payer de sa poche. Il y a un petit montant à mettre maintenant, mais enfin c'est ridicule, hein. Franchement ça permet quand même de financer des formations. Donc vraiment à retenir, le CPF ça se cumule, pas du tout le budget formation annuel d'une entreprise, donc si vous le prenez pas, c'est perdu. Donc honnêtement, Et je crois que c'est... à terme calendaire, c'est de janvier à décembre. Hein, donc normalement, vos droits, ils sont crédités à partir du... Alors je ne sais pas si c'est vraiment le 1er janvier, mais ils sont crédités pour l'année. Donc il faut vraiment les prendre dans l'année entre janvier et décembre. Si vous arrivez au janvier de l'année suivante, cette année-là est perdue. Par exemple, n'attendez pas novembre pour demander la formation. Parce qu'en fait, c'est un budget mutualisé. C'est-à-dire que toutes les entreprises cotisent et ça donne un budget global et ils vont décider de l'attribuer, ça on ne sait pas trop comment, à Pierre-Paul Jacques en fonction de plein de critères. Donc si le budget est fini, ils vont vous dire ah ben non, il n'y a plus de sous, même si vous avez cotisé. Hein. Donc c'est un peu particulier. Donc le mieux quand même, là on est en plein dedans, vous voyez, l'émission elle va être bienvenue, parce que là si vous demandez par exemple pour cette année, ça va passer encore. Quand vous commencez à attendre octobre, novembre, décembre, c'est trop tard. En plus, je me rappelle pas, mais c'est pas aussi... les formations doivent pas avoir lieu dans l'année en cours. C'est ça. Par contre, si c'est une formation de février, il faudra demander en janvier. Ça sert à rien de demander en novembre. Ça sera sur le budget de l'année prochaine. Voilà, donc, exactement. Vous dites pas, j'ai le temps, mais de toute façon, je vais la demander maintenant pour une formation en 2025. Si vous la demandez maintenant, c'est forcément pour quelque chose qui va se dérouler avant fin décembre 2024. Donc, et des fois, même si c'est à cheval, je sais pas s'il n'y a pas des soucis. C'est un peu compliqué en tout cas. Donc c'est vrai qu'on s'y prend longtemps à l'avance, on anticipe bien par rapport à son besoin, parce que des fois, ils ont des délais d'instruction de dossier qui peuvent prendre 3 semaines, un mois. Ils vont demander à l'organisme de formation un planning, un programme, un devis, généralement. Et avec ça, ils vont regarder, et à un moment, ils vont vous dire, oui, c'est OK. Donc comme le disait Pascal, souvent, si c'est le FIFPL, il vous demandera d'avancer les fonds, mais il vous rembourse de manière très sérieuse après. Généralement, il faut donner votre certificat de réalisation, la feuille de présence émargée. Et la facture acquittée, et vous êtes remboursé derrière. Après, au niveau du montant de prise en charge, les montants peuvent différer selon les organismes collecteurs. Donc, voilà. Et puis du revenu. Puisque c'est... Ah non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, en fait, tu as une enveloppe et tu peux avoir cotisé moins, mais avoir droit à l'enveloppe totale quand même. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, on te reverse pas... Ça dépend pas du revenu de... Non. On te te reverse pas le montant de ce que tu as cotisé en fait. Non, je suis d'accord, mais ça dépend pas du revenu que tu as fait sur l'année. C'est un pot commun et on va piocher dans le pot commun en fonction de toutes les entreprises qui cotisent. D'accord, oui, mais enfin il y a bien un montant maximum. Il y a un montant maximum, quel que soit. En fait, par exemple, si je prends le FAFCA, son montant maximum, c'est, je crois, je dis pas de bêtises, 1000. Pas 1200. 1200. Alors, peut-être qu'il y a une fourchette de 1200 à 2000, mais en tout cas, au-dessus de 2000, ils prennent pas en charge. D'accord, ok. C'est fini. Donc c'est un budget, tu vois, donné par personne. Mais par contre, tu peux donc faire financer partiellement. Bien sûr. Ouais. Si tu as une formation à 4 000 €, tu peux faire financer partiellement cette... C'est ça. Ou ta formation, elle est de 800, s'ils vont à 1200 ou 2000, ils vont payer les 800. En fait, c'est un taux horaire qui va être entre 25 et 50 € de l'heure, ça dépend, par exemple. Et ils vont regarder le taux horaire de la formation. Donc, c'est important aussi de demander ça, parce que vous avez des organismes qui sont malins, qui vous mettent des taux horaires plutôt assez chers. Et du coup, au nombre d'heures, après, si vous demandez à l'organisme collecteur, il va vous dire, ah non, vu le taux horaire, moi, je vous rembourse que 50%, par exemple. Donc, c'est important de demander. Donc, le FAFCA, c'est à peu près ça. La GFIS, je crois qu'ils sont un petit peu plus généreux, puisqu'ils ont un budget, je crois, qui va jusqu'à 2450, 2500 €. Donc eux, ils sont un petit peu plus sympas. L'OPCO,
Alors eux font pas partie des très très généreux, mais c'est pareil, enfin, bon, désolé pour les locaux qui nous écoutent, mais c'est une réalité. Donc c'est comme le FIFPL, c'est 1 200 € maximum par an. Donc si vous voulez faire une formation à 1 800, vous serez de toute façon 600 € de votre poche. Enfin, c'est quand même 1 200 € qui sont financés, clair, donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Pareil pour le CPF, on peut compléter. C'est-à-dire qu'on va utiliser sa partie CPF. Une participation au montant de ta formation. C'est ça, et compléter derrière. Voilà pour donc, un petit peu le principe. Donc en gros, si demain vous avez envie de vous former, voilà, vous vous dites tiens, j'aimerais bien. Donc déjà, bien sûr, l'idée c'est pas de faire une formation pour faire une formation, c'est quand même d'aller sur quelque chose qui va vous apporter un plus. C'est un peu ce qui s'est passé avec le CPF et qu'on constate aussi, c'est que comme le CPF, on a en fait une carte open avec un montant, on se forme un peu à un tout et n'importe quoi, étant donné que là il n'y a pas de contrôle sur la formation, le thème de la formation que vous prenez. Donc des fois même nous on a des gens qui nous appellent en disant je veux me former au massage, mais ils y connaissent rien, ils n'ont rien été regardés, c'est juste le choix du jour, et puis j'ai de l'argent donc je vais le dépenser. Bon, c'est un peu dommage. Pourquoi pas, après tout, étant donné que vous avez un crédit à la formation et que vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'organisme de formation, on aime bien avoir des gens qui ont un minimum de renseignements, un minimum d'envie, de motivation, pour venir, parce qu'une personne qui est pas intéressé du tout pendant une formation, qui souffle, qui regarde en l'air, enfin c'est pas très agréable pour nous, et puis ça peut perturber le groupe. Donc voilà, c'est un peu le reproche. C'est aussi une des raisons qui fait que qu'on n'a pas non plus souhaité spécialement aller sur le CPF, parce que vous êtes en binôme quand vous travaillez, et on aime bien avoir des gens motivés, qui ont envie, qui se disent pas de toute façon je m'en fiche. C'est sûr qu'à partir du moment où vous avez financé vous-même votre formation, nous en groupe, dans les groupes, on a quand même une qualité d'écoute et de motivation qui est très forte. Les gens qui ont payé leur formation avec de leur poche, et ils ne prennent pas la formation à la légère. Donc du coup, vous avez... Alors je ne dis pas que tous les gens qui ont utilisé leur CPF font ça, mais il y en a. Je sais que quelques-uns m'ont paru très légers sur le réel désir de se former au massage. Donc imaginez, vous avez envie de vous former. Je vais prendre un exemple, vous vous êtes dit tiens, j'aime bien Anjayati, qu'est-ce qu'ils font ? J'en sais rien. Ah, ils font la réflexologie plantaire taille, je connaissais pas, pourquoi pas. Donc la première étape, là si vous voulez être en prise en charge, il va falloir appeler l'organisme de formation pour dire voilà, je voudrais apprendre telle formation, il me faut un programme, il me faut un devis, il me faut un planning pour que je puisse l'envoyer. Ensuite, vous allez déposer une demande auprès de l'organisme collecteur. Maintenant, je pense que pour la plupart, ça se fait en ligne. Oui, c'est très facile, hein. Vous avez carrément, souvent, très rapidement, le terme déposer votre demande de formation sur la première page du site. Vous cliquez, vous avez les pièces à joindre et à télécharger, vous avez les différentes questions, et donc vous déposez comme ça très facilement votre demande, et ils répondent assez rapidement. Oui, ils répondent en 3 semaines, 1 mois maximum, mais souvent ça va assez vite. Donc ils vont, eux, identifier votre besoin, ce que vous avez demandé, ils vont regarder si l'organisme de formation est éligible, est-ce qu'il est Calliope par exemple, et une fois qu'il est Calliope, ils vont traiter votre demande et ils vont vous répondre. Donc soit ils vous disent oui, soit ils vous disent non. C'est pas spécialement c'est pas spécialement argumenté. C'est-à-dire que s'ils vous disent non, ils vous disent pas toujours pourquoi, mais on peut les appeler. Voilà, donc moi je sais que ça m'est arrivé d'appeler l'OPCO en disant mais je comprends pas, etc. On peut discuter et ils vont vous dire très clairement non, il y a ça ou il y a ça, et du coup ça vous permet d'adapter éventuellement. Des fois juste vous n'avez pas donné le bon document ou l'organisme de formation vous a pas donné ce qu'il fallait. Une fois que vous avez l'accord, vous allez suivre, c'est vous qui avancez l'argent au niveau de l'organisme de formation. Sauf si sur le site vous avez la possibilité de demander une subrogation. Peut-être que quand on s'y prend à l'avance, le FIFPL, je suis sûr, le fait pas, mais peut-être le FAFCA, je crois, le fait. Donc si l'OPCO le fait aussi. Donc ils avanceraient. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'en fait, l'organisme de formation va recevoir un courrier comme quoi ils acceptent de prendre en charge, et ils régleront l'organisme de formation une fois la formation effectuée. D'accord. Donc vous n'avez même pas les fonds. C'est pas le stagiaire qui paye, c'est directement l'organisme de financement qui paye à l'organisme de formation. C'est ça. Vous n'avez pas le fonds à avancer. Faut se renseigner. Mais je suis sûr que le FIFPL ne le fait pas. Je crois que FAFCA le faisait en tout cas. Enfin, je pense qu'ils le font encore. Ensuite, il y a des participations aussi aux frais
Oui, alors quand on va en ouais, formation. c'est ça. Si Parce que vous des fois, allez en province... oui, vous avez des frais d'hôtel. Imaginez, vous avez une formation qui n'est que... vous êtes en province, qui n'est qu'à Paris. Donc, vous avez une possibilité d'avoir des remboursements sur les frais de déplacement, les frais engagés. Donc... c'est pas anodin, hein, c'est pas... Du matériel éventuellement, si c'est un matériel spécifique aussi. Oui, donc il faut aussi demander, c'est pas simplement la formation en elle-même, c'est tous les frais engendrés par le déplacement ou la formation, mais qui sont pas des frais directs. C'est ça. Donc poser aussi cette question-là, ce serait dommage de passer à côté d'un remboursement d'un billet de train, par exemple, ou d'une nuit d'hôtel, dans le cadre des formations. Et donc du coup, une fois que vous avez suivi votre formation, alors sachez que même pour les formations à distance, à partir du moment où il y a un vrai suivi, il ne faut pas que ce soit, si par exemple vous achetez une vidéo chez nous et que vous faites tout en autonomie, ça ils ne prendront pas en charge. Mais si on est sur un parcours digital où il y a de l'apprentissage à distance, de l'apprentissage en présentiel, des classes virtuelles où on vérifie les compétences, etc., ils acceptent aussi de prendre en charge. Donc ça marche vraiment pour les deux. Donc vous participez à la formation. Quand la formation est terminée, soit il y avait une subrogation et c'est l'organisme de formation qui va travailler, soit c'est vous qui avez payé, l'organisme de formation va vous donner tous les documents que vous pourrez aller donner à votre OPCO derrière, à votre FIFPL. Souvent on peut le déposer en ligne également. Voilà, qu'on dépose en ligne. Et généralement, en 15 jours, 3 semaines, enfin c'est pas long, hein, vous êtes remboursé de la somme de votre formation. Bon, voilà. Super. Donc dommage de passer à côté quand même. Ah c'est clair, non mais il y a trop de gens qui n'ont pas toutes ces informations. C'est pour ça que cette vidéo, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, mais on savait pas trop, parce qu'il y a des changements, peut-être même au moment où on fait cette vidéo, il y a peut-être surtout avec tout ce qui se passe les montants de prise en charge, ça peut bouger des fois. Les montants peuvent changer, donc l'important déjà, c'est que vous sachiez que vous y avez droit, il faut se renseigner et que tout le monde ne dépend pas, c'est pas parce qu'il y en a un qui vous dit moi je suis chez FIFPL que ça va être le cas pour vous, donc renseignez-vous bien. Surtout les masseurs qui sont déjà qui ont déjà un an d'existence, installés depuis des fois plus d'un an, et vous découvrez peut-être avec cette vidéo que vous avez droit à ça. Donc renseignez-vous et éventuellement mettez-nous des commentaires sur les informations que vous avez eues de votre côté, et si ça vous a servi. Oui, puis si vous connaissiez le principe, est-ce qu'effectivement vous saviez que ça existait, ou est-ce qu'au contraire vous découvrez, est-ce que vous avez l'habitude de vous former comme ça tous les ans, ou peut-être pas. On est curieux de savoir, parce que franchement les gens qu'on a au téléphone d'une manière générale sont souvent peu au courant. Ils ne sont pas très bien informés, mais en fait il n'y a pas tellement d'informations non plus. Mais moi je ne le savais pas, je l'ai appris par hasard, ça faisait déjà 4 ans que l'entreprise existait, donc les 4 premières années j'avais pas demandé de formation, je savais pas du tout que j'avais le droit à ça. Bon, voilà. Bon, là on a fait le tour. Oui. Alors comme d'habitude, ça vous a plu, vous vous abonnez, vous mettez au moins un petit pouce, un like pour la vidéo. N'hésitez pas à partager, vous savez que le partage des vidéos, c'est important pour le référencement de la chaîne. Que dire, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Ça aide concrètement la chaîne, ça nous permet de toujours faire mieux pour vous proposer des thèmes. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à nous dire à bientôt, bien sûr, pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.